Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, nous allons toujours parler de text mining. C'est vraiment la grande période text mining en ce moment. Voilà, et on va utiliser un nouvel outil qui est l'outil Name. J'ai mis la page de garde là. Voilà, c'est un outil qui est excellent par ailleurs. J'en ai parlé plusieurs reprises. J'ai fait plusieurs tutoriels là-dessus. Ça fait partie des outils que je conseille et que j'utilise moi-même d'ailleurs dans mes cours d'initiation à la data science. Bien. Alors, resituons 2 secondes les choses pour que tout le monde puisse profiter de la vidéo. J'ai un cours de text mining à l'université, voilà, j'ai une série de séances. Pour chaque séance, chaque séance est thématisée, il y a un thème avec des compétences au bout, et du coup, pour chaque séance, j'utilise l'outil qui me paraît le plus approprié. Donc, l'outil généralement, c'est soit R, soit Python, et je fais le R et Python en fonction, le choix de R et Python en fonction du package spécialisé, qui répond exactement à la thématique que je veux étudier. Ok, très bien. Il n'en reste pas moins qu'il y a d'autres packages par ailleurs qui sont également très intéressants ou d'autres outils par ailleurs. Donc, j'ai fait une série de vidéos. Voilà, donc j'en ai fait un pour Canteda sous R. Voilà, j'en ai fait un pour TD-Text pour R également. Et je vais utiliser les mêmes données pour faire exactement à peu près les mêmes démarches, à peu près, pas exactement les mêmes démarches, voilà, mais en utilisant Lime cette fois-ci. Donc, Nime est un outil qui est librement accessible en ligne. Vous pouvez le charger. C'est la version communautaire qu'il faut utiliser. Et dans Nime, il y a une série de librairies qui sont spécialisées. Et parmi les librairies qui nous intéressent aujourd'hui, c'est les librairies de text processing. Voilà. Alors, sur le site de Nime, voilà, l'URL est là, vous avez une série de tutoriels très intéressants. Bon, pas beaucoup détaillé, certes, mais bon, si on s'y connaît suffisamment, si on connaît la méthode, l'outil, il suffit de trouver les bons composants, tout simplement, et les aligner de la bonne manière, les paramétrer de la bonne manière, et on a les résultats qu'on obtient. Donc, le plus important avant tout, d'abord, c'est de bien comprendre la thématique. Je veux faire quoi aujourd'hui? Une fois qu'on a compris la thématique, dans l'outil que vous avez à disposition, vous trouverez relativement facilement, si c'est disponible, ces thématiques-là. Alors, aujourd'hui, je vais travailler sur la classification, sur le classement, sur la classification supervisée de documents. Je vais partir sur ce cadre-là, mais j'aurais pu faire également un tutoriel vidéo sur d'autres thématiques, comme ici l'analyse des sentiments avec des n-grammes, voilà, ou bien également le traitement des tweets, voilà, ou le topic détection, c'est une sorte de clustering flou des termes qu'on a dans un document, ou bien l'analyse des sentiments qu'on avait fait avec TD-Text, on pourrait le reproduire avec cet outil-là, voilà, ou bien également le word embedding avec des algos de type word2vec. Sous chacun des thèmes là, vous avez une description. Alors les descriptions sont relativement succinctes quand même, voilà. Mais bon, si on comprend l'approche, la technique, voilà, trouver comment faire avec l'outil, on trouve très facilement toujours. C'est ça l'important. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'on veut faire. Après, le comment faire, avec quel que soit l'outil, vous trouverez facilement. Mais il faut bien savoir qu'est-ce que je veux faire. Et les étapes, on peut les avoir. Voilà. De toute manière, il n'est pas exclu que je fasse une série de tutoriels sur le même, qui est un outil que j'apprécie énormément, que j'utilise pas, enfin pas autant que je le voudrais, parce que j'ai fait le choix de privilégier R et Python, R et Python dans mes séances de TD, mais je conseille vraiment de regarder. C'est un outil très intéressant. Et moi-même, par ailleurs, dans mes cours d'introduction à la data science, quand les étudiants ne sont pas encore à l'aise sur l'écriture de code, sur le codage, j'utilise cet outil-là en début d'année. Voilà, parce que les niveaux sont encore un peu hétérogènes sur le codage. Au bout de 3 à 4 semaines, ça y est, ils sont experts sous R et sous Python. Là, je peux y aller à fond, là, et du coup, je passe vraiment ces outils-là, parce que dans R et Python, il y a une double compétence. Il y a déjà les méthodes de machine learning, text mining, web mining, tout ce que vous voulez, et aussi, il y a une compétence de programmation. Donc, on acquiert une double compétence. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser Nime et il n'est pas exclu que je fasse des vidéos supplémentaires sur des thèmes particuliers qui me paraissent très intéressants. Topic détection, word embedding, tag, je vais le faire ici aujourd'hui. Bien.
Alors, pour que ce que je suis en train de faire soit comparable d'un outil à l'autre, je travaille toujours sur la base IMDb Reviews, hein. IMDb Reviews, c'est une base qui est disponible ici, sur le site de TensorFlow. Voilà. Et pour que ce soit plus concret, je vais le montrer, c'est encore plus simple. Voilà, il est comme ceci. Alors, par rapport à ce que j'ai fait dans les autres vidéos, j'ai un peu modifié. Donc, j'ai rajouté ici un identifiant de document pour qu'on puisse se repérer, parce qu'il a une manière de présenter les données parfois qui n'est pas très, il faut le savoir, tout simplement. J'ai le label qui est là, j'ai les commentaires qui est là, et j'ai enlevé la balise BR. Rappelez-vous, hein, il y avait une balise saut de ligne qui était insérée systématiquement, BR, appelée à différents endroits, ce qui posait souci quand on voulait faire quand vous cherchez les termes, quand on crée le dictionnaire. Ici, en l'occurrence, j'ai supprimé pour simplifier, tout simplement. Hein, pour simplifier. Voilà. Donc, la vraie nouveauté, c'est que j'ai rajouté ici un identifiant parce que dans NIME, il y a différents endroits où on perd un peu le repère sur le texte. Donc, c'est important qu'on ait un identifiant ici que nous, on crée réellement. Lui aussi crée un identifiant. Mais bon, je préfère le mien parce que le mien, c'est moi qui l'ai créé et je sais très bien ce que j'ai fait. Donc, comme ça, je peux me repérer. Voilà, voilà. Une fois que c'est fait ça, donc on va pouvoir commencer. Alors, j'ai rajouté un deuxième élément ici, mais je en reparle tout à l'heure, c'est que j'ai rajouté une liste de stop words. Voilà, j'ai une liste de stop words qui est là. Voilà, c'est les stop words, donc là, c'est l'entête, hein, pour dire que c'est une colonne de stop words. On a une série de stop words. Et pourquoi j'ai créé une liste de stop words? Parce que j'ai rajouté mes propres stop words. J'en ai rajouté 4 de stop words. C'est movie, movies, film, films. Pourquoi j'ai rajouté ces stop words-là? Parce que on est en train de traiter des critiques de films, des commentaires sur des films, et du coup, les termes movie et film reviennent toujours. Donc, c'est des mots très fréquents qui n'ont pas de signification, qui ne permettent pas de discriminer en fait les commentaires, hein. Donc, c'est pour ça que je les ai enlevés. Donc là, typiquement, là, ce qu'on a au-dessus, c'est des stop words standards, si vous voulez, hein, que j'ai récupéré dans une librairie R, tout simplement, c'est le TD-Dext. Et là, j'ai rajouté des stop words qui sont contextuels, hein, qui sont propres au domaine que je suis en train de traiter. Et cette démarche-là, il faut l'avoir, hein, quel que soit le domaine sur lequel vous travaillez. Clairement, dans certains domaines, il y a des mots qui ne sont pas pertinents pour discriminer les documents, pour les caractériser en réalité, et c'est à vous de les identifier par rapport au domaine que vous traitez. Moi, dans les critiques de films, j'ai enlevé ces 4-là. Vous, ça dépend de ce que vous traitez. Bien. Alors, j'ai lancé Nime, déjà, qui est là. Voilà. Alors, Nime, c'est un outil vraiment très intéressant, j'arrête pas de dire, mais j'en suis persuadé. De toute manière, j'ai un principe simple. Quand j'aime, je dis du bien. Quand j'aime pas, j'en parle pas. C'est plus simple. Voilà. Et là, j'aime en l'occurrence. Alors, ce qui est intéressant dans Nime, c'est que vous avez l'outil, hein, vous le chargez, vous l'installez. C'est ce que j'ai fait. Et on peut installer des librairies supplémentaires. Là, typiquement, c'est dans Help qu'il faut aller, Install New Software. C'est des packages, c'est des sortes de packages qu'on peut installer. Voilà, Install New Software et on peut chercher le dépôt, hein, comme exactement comme Python ou sous R, hein, on peut chercher le dépôt. Surtout sous Python, il y a différents dépôts. Je pense celui-là, par exemple. Et il va parser, il va scanner le dépôt en question et on a les extensions. Donc moi, l'extension Text Processing, je l'ai installé comme ça. Je l'ai installé comme ceci. Je suis allé chercher le dépôt, je suis allé dans les extensions, j'ai regardé les différentes extensions et j'ai mis ici Text Processing. Bon, comme je l'ai installé, il ne le propose plus, on est d'accord, hein, parce que je l'ai installé déjà. Je fais remarquer qu'il y a aussi une extension Text Processing pour la langue française. Voilà, je ne sais pas. On m'a dit que certaines personnes ont des projets à faire et que peut-être qu'ils vont traiter des documents en français. Ben, je dis ça, je dis rien. Ben, peut-être que ça peut aider ça, hein. Voilà, voilà. Ok, bon, je l'ai dit. Alors, bon, moi, j'ai déjà installé le text processing en anglais parce que l'IMDb Reviews, les commentaires sont en anglais, hein. Ils sont là, on est d'accord là-dessus, hein. Ah, c'est pas ça, c'était celui-là. Voilà, les commentaires sont bien en anglais, hein. Donc, j'ai bien installé le text processing en anglais. C'est fait déjà. Bien. Alors, je vais créer un tuto. Bien sûr, j'ai répété avant, donc je vais les masquer. Et comment on travaille sous Name? Simplement, on crée un workflow, il appelle ça, un traitement, une chaîne de traitement. Et pour simplifier, pour que ce soit plus mieux ordonné ici, je vais créer un premier groupe d'abord. Je vais l'appeler vidéo, pour dire que je fais une vidéo. Voilà, elle est là. Et dans vidéo, je vais créer un workflow. Voilà, et je l'appelle vidéo intro 9, text main. Oula, vidéo intro text main. Bah oui, on est sous name, donc ça sert à rien de dire rajouter name dans le terme, on est d'accord. Alors,
ce workflow que je vais le créer là, après, je vais le zipper, je vais le mettre sous forme d'archive et je mettrai en ligne avec les données. Comme ça, chez vous, vous installez Nime, vous installez donc le package text processing et vous pouvez charger le workflow que je vais créer et reproduire à l'identique mes calculs avec les données que je mettrai en ligne également. C'est ça qui est intéressant, hein. Un tutoriel n'a pas de sens, enfin un tutoriel n'a de sens que si on peut le reproduire. Et là où ce serait intéressant, c'est que vous puissiez le reproduire sur d'autres données, sur vos propres données. Là, ça serait vraiment intéressant. Bien, voilà, donc j'ai créé mon workflow, voilà. Alors, je ferme ce qui ne sert pas parce que ça ne sert à rien que ça prenne trop de place. Alors, normalement, il y a des fenêtres en bas, là, mais je les ai masquées. Donc là, il y a la console, typiquement, elle apparaît en bas généralement. J'ai masqué parce que sinon, je n'ai pas assez de place. Tout simplement, c'est à cause de ça. Donc, il y a quelques fenêtres là, error log également, qui peut être intéressant. Donc, je l'ai masqué également pour que ça vous permet de suivre ce qui se passe, en fait. Voilà. Bon, moi, ici, je n'en ai pas l'usage, donc je le ferme. Bien, alors je suis dans vidéo intro et la première chose à faire, comme d'habitude, c'est de charger les données. Alors j'ouvre à côté, j'ai préparé en fait, hein, et c'est ça que je vais faire devant vous. Donc je l'ai préparé, je l'ai mis sur la fenêtre à côté pour pouvoir me repérer. Alors première chose à faire, il faut charger le fichier Excel. Donc c'est ce que je fais, read, Excel Reader, paf, et je le charge. Très bien, je désigne les données, donc c'est la première étape, chargement des données, et je vais le chercher, voilà, sur le bureau, il est dans le répertoire démo, et il est là. Il est en train de le parser, et il voit bien que la première ligne, hein, c'est les noms des variables, voilà, tout simplement, et on a les données en dessous. Vous avez les différentes options ici. S'il y avait plusieurs feuilles, on pouvait choisir la feuille qu'on pouvait traiter, il y a différentes manières possibles de faire. Ok, ça c'est fait. J'exécute, voilà, on peut visualiser ce qu'on est en train de faire, voilà, file table, voilà les données qu'on est en train de charger, il y a la colonne ID, label, commentaire. Très bien. Alors, je réduis ça un tout petit peu parce que sinon, je vais me perdre et je mets ça comme ceci. Ça me permet de vérifier en même temps que la vidéo est bien enregistrée. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut dire à Naim que la colonne commentaire, là, ça correspond à du texte. Hein, du texte, justement, sur lequel on va appliquer les méthodes de text mining. Donc, les outils de text mining, ils sont maintenant dans Over Data Types et on a Text Processing. Et donc, je ne le fais pas aujourd'hui, mais on pourra le faire. Hein. Je ne sais pas, peut-être une vidéo plus tard. À un moment donné, on va faire du traitement d'image. Je sais qu'on va faire du traitement d'image à un moment donné. Et donc, dans le traitement d'image, on fera principalement sous Python, mais on aurait pu le faire sous Nime également. Et donc, le image processing, on peut l'installer ici. Voilà. Bon, là, pour l'instant, on est sur le text processing. Alors, l'idée, justement, c'est de dire à Naim que la colonne commentaire correspond à des documents. C'est un peu comme sous Canteda, rappelez-vous, où on crée un corpus. C'est la même idée ici. On va créer un corpus dans un format interne que lui comprend. Alors, l'outil s'appelle Strings to Document. Il est, alors je ne me rappelle plus où est-ce qu'il est. Il doit être dans Transformation, non? Et voilà, il est là. Strings to Document. Alors, je réduis un peu parce que, je vais mettre à 90% parce que sinon, ça va être compliqué. On n'aura pas beaucoup de place. Là, et je le branche. Alors, ce qui est important, c'est de bien s'assurer que le texte, c'est bien les commentaires. Et l'autre élément important, parce qu'on va faire de la catégorisation de texte, c'est de dire que on a des catégories et la colonne catégorie, c'est le label. Voilà. Ça, il en a besoin. Parce que par la suite, quand on va faire les méthodes supervisées pour catégoriser les textes, il a besoin de savoir quelle est la variable cible. Et pour nous, la variable cible, c'est la variable label où on a soit positif, soit négatif. Bien. Alors, OK, très bien. Je lance, exécute. Voilà. Et je peux afficher ici, on a bien ID toujours, hein, le numéro de ligne, voilà, on a le label, les commentaires version initiale et les commentaires sous forme de document, sous forme de corpus. Hein. Donc il sait maintenant qu'on a un corpus et voilà les données textuelles correspondant au corpus. Bien, une fois que c'est ça, maintenant, on fait la préparation de données habituelles. Donc il y en a un déjà, c'est de passer tout en minuscule. Vous avez vu, hein. Là, vous avez document, majuscule, minuscule, ainsi de suite. Hein. Donc, on va harmoniser la casse. Donc, ça, c'est dans Pré-Processing. Et on a Case Converter. Allez, hop là. Donc, je le fais comme ceci. Tac. Voilà.
Et je dis tout lowercase et les preprocessing, voilà, on va créer une nouvelle colonne. Voilà. Ah non, c'est bon. On va créer une nouvelle colonne préprocessed document. Pourquoi? Parce que le document initial, je ne veux pas y toucher. Je veux créer une colonne supplémentaire qui sera le document transformé. Comme ça, peut-être que si je fais d'autres branches avec d'autres types de transformations, si je passe tout en majuscule, bah, je peux créer une nouvelle variable, ainsi de suite. Là, je passe tout en minuscule en l'occurrence, mais on peut avoir des branches différentes. Hein. On est d'accord là-dessus pour faire des traitements différents. On verra ça dans la catégorisation de texte. Voilà, donc voilà, je crée une nouvelle colonne. Ça, c'est le document à parser. Et voilà le nom de nouveau colonne. Et je lance ici, exécute. Tac, je vérifie. Voilà, on a document et pré-procédé de document maintenant où tout est minuscule. Alors, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Je vais enlever les ponctuations. Le point, là, il y en a les virgules, ainsi de suite. Je vais enlever les chiffres également parce qu'ils ne sont pas parlants. S'ils sont tout seuls, s'ils sont accolés à quelque chose, je vais les garder. Voilà, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc, tout ça, c'est assez standard. Hein. Donc, je vais rapidement, je me permets d'aller rapidement. Ponctuation et rasure. Il y avait un... Voilà. Tac. C'est le document préprocessé que je vais transformer et je le remplace tout simplement. Voilà. Hein. J'ai créé une branche voilà, dans laquelle je vais faire les traitements. Bah, c'est ce document-là que je vais modifier au fur et à mesure. Exécute. Voilà. Et j'ai les documents, la colonne qui est là. Vous avez vu, hein, on n'a plus les ponctuations, on n'a plus les points. Très intéressant, hein, c'est que on a des noms de nœuds là, c'est des composants, on a les noms et on a une chaîne de traitement là. Alors, on peut renommer. Hein, là, typiquement, je peux dire chargement du hop là, fichier Excel. Hop là. Tac. C'est quand même plus parlant, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Donc, quand vous faites, vous, votre diagramme de traitement, voilà, essayez de mettre des commentaires à chaque fois. On peut mettre des commentaires directement à l'intérieur. On peut aussi changer les noms qui sont là pour que la chaîne soit parlante. Je ne vais pas le faire ici. Je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps. Mais là, on peut dire transformer en corpus, là, passer en minuscule, enlever la ponctuation, ainsi de suite. C'est très intéressant en termes de lisibilité hein, de votre chaîne de traitement, de votre diagramme. Une fois que c'est fait ça, qu'est-ce qui se passe? J'enlève les nombres. Donc, très bien. Voilà. Et voilà, tout simplement, j'enlève les termes qui représentent des nombres, qui contiennent les nombres ou non. Par exemple, si j'ai 20e pour 20e siècle, 20th, là, je n'enlève pas le 20. En revanche, s'il y a un chiffre brut, là, je l'enlève. Voilà, et on remplace la colonne préprocessée de document, toujours, exécutons, voilà. On va voir que dans le deuxième document où il y avait les 150 miles par heure et tout ça, là, ils n'y sont plus. Voilà, vous avez vu, hein, ça a disparu, ainsi de suite. Bien, comme d'habitude. Voilà, on en est là. Alors, on peut enlever les stop words. J'avais parlé des stop words plusieurs reprises, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Stop words, simplement, c'est des mots vides. C'est des mots qu'on utilise tout le temps, mais qui ne sont pas porteurs de sens. C'est en cela qu'ils sont stop words. Alors, il y a des stop words génériques et il y a des stop words, en fait, qui sont contextuels au domaine que vous traitez. C'est pour ça que, dans mon exemple qui est là, j'ai créé une liste à moi. Donc, j'ai récupéré une liste, celle d'Entity Text, et j'ai rajouté 4 stop words, parce que ce sont des critiques de films. Donc, les termes film apparaissent tout le temps. Hein, donc, ils ne sont pas du tout discriminants. Hein, voilà. Alors, donc, on va reprendre ici. Donc, c'est stop word filter. Et dans stop word filter, c'est très intéressant. On a deux entrées. Hein, voilà. Donc là, c'était évident qu'il y a une entrée, une sortie. Voilà. Dans stop word filter, il y a deux entrées. Il y a le terme qu'on doit filtrer. Voilà. Et il y a la source dans laquelle il va chercher la liste des stop words. C'est le deuxième lien qui est là. Donc, c'est très important. Alors, ça, je le dis, bon, très bien, c'est que sur chaque outil que vous cliquez, vous avez une aide qui apparaît là. Hein. Stop words, voilà, très bien. Vous avez ce qu'il y a dans le paramétrage, très bien. Et vous avez ce que prend en entrée le document, le composant, et ce qui renvoie en sortie. Donc, le 0, le input table, c'est les documents à traiter. Et le 1, le deuxième ici, là, ça commence à 0 les indices ici, c'est les données, c'est la table qui contient les stop words. Voilà. Et il renvoie les données filtrées. OK, le document filtré. Donc, je vais chercher dans IO un field reader. Tac, je le mets là. Donc, je vais mettre ça un peu comme ceci. Hein. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, pour que ce soit plus... Voilà. Et je vais le paramétrer.
pour aller chercher le stop word. Donc, dans Bureau, il est dans Démo et stop word. Il le scanne, il voit bien que stop word c'est un titre, très bien, ça me convient excellemment. Et voilà la liste des stop words jusqu'en bas. Ok, je lance, exécute, j'affiche pour vérification. On a bien les stop words qu'il y aura et on a les 4 que j'ai rajoutés qui sont en bas ici. Et il y a 1153 stop words parce que le premier indice commence à 0. Ça va méchamment filtrer ça. Alors je le fais ici. Voilà. Alors, regardons le paramétrage. Dans le paramétrage, je ne vais pas utiliser la liste interne de name, je vais utiliser une liste que moi j'ai fournie et qui s'appelle stopword. OK, exécuter, très bien. Je regarde de nouveau, voilà, les documents filtrés. Donc, il y a différents, le why, il y a tout un tas I, ainsi de suite, qui est disparu. Oui, d'accord. En espérant qu'on a vraiment l'information pertinente qui est conservée. C'est ça toujours l'enjeu. Bien. Alors, une fois qu'on est là, on voit bien, je reviens 2 secondes en arrière, qu'il y a des termes qui sont très courts et qui sont difficilement parlants. Là, je ne sais pas, voilà ce que ça veut dire. Dédé, c'est peut-être Didier Deschamps, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a des termes qui sont trop courts et qui, du coup, ne sont pas très parlants. Donc, on va faire un filtrage de nouveau sur la longueur des termes. Si le terme est trop court, moins de 3 caractères, 2 et 1 ou 2 ou 1 caractère, on va les supprimer. Donc, allons-y. Donc, on revient sur les outils ici et on va faire ncars filters. C'est bien ça. Hein, je regarde ma référence. Oui, c'est ça. Ncars filters. Tac, tac, tac. Et je lui dis, s'il y a moins de 3 caractères, je l'enlève. Ou bien, je garde uniquement ceux qui ont 3 caractères ou plus. C'est ça l'idée du 3 là. Voilà. Et là, on est toujours... Voilà. Mais c'est ça qui est important ici. Hein. On garde uniquement ceux qui ont 3 caractères ou plus. Je clique OK, j'exécute. Voilà. Et vous avez vu, qu'est-ce que j'ai? Tac, tac, tac. Vous avez vu, il n'y a plus le DD, il n'y a plus le NT, il n'y a plus... voilà, voilà. Très bien, vous avez bien vu. Hein, donc, on voit bien que... OK. Voilà. Ça, généralement, c'est assez standard. Hein. Ces traitements-là, c'est sous R ou sous Python, c'est une ligne de code, une ligne de code, une ligne de code qui s'enchaîne ainsi de suite. Bon, on le voit ici. Hein. Voilà. Ça peut être intéressant, ce type d'outil, pour ceux qui ne veulent absolument pas coder. Je sais pertinemment qu'il y a des personnes, ça leur pose un problème de taper du code, même si c'est du code relativement basique. Il n'est pas question de programmation du tout, là. Hein, et je sais très bien que ça peut poser problème. Avec ce type d'outil-là, on a exactement le même principe, hein, les mêmes cheminements. Le cheminement ne change pas, mais avec des outils, je dirais, plus avenants. Voilà, moins rebutants pour ceux qui n'aiment pas coder. Voilà, je cherchais le terme. Bien. Alors, premier élément, je vais essayer de voir le dictionnaire. Donc, allons voir le dictionnaire. Et il y a un outil pour ça qui s'appelle Unique Text Extractor. Il doit être dans Meaning, non. Il est dans Frequency, non plus. Alors, il est par là. Ah, il est là. Il était dans la branche transformation. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans le dictionnaire. Voilà. C'est la liste des termes uniques. Très bien. Donc, Unique Term Extractor, donc on est en train de bien de constituer le dictionnaire là, et je vais bien traiter le pré-processé de documents. On est bien d'accord là-dessus. Hein. On a les documents qu'on s'est évertué à bien nettoyer tout le long. C'est celui-là qu'il faut traiter. Alors, on peut calculer les fréquences, le document fréquency, terme fréquency, ainsi de suite, mais on ne va pas le faire, on va le faire avec un autre outil. Voilà. OK, très bien, exécutons le composant et voilà, on a les termes uniques. Et donc, pour l'instant, on a un dictionnaire avec 26 455 termes. Ça pose toujours un problème, ça. Hein, mais bon, c'est ce qu'on a pour l'instant. Bien. Alors, je vais essayer de calculer la fréquence des termes, ainsi de suite, pour pouvoir faire ce qui nous intéresse. Hein. Et c'est là qu'on a besoin, comme dans les autres outils, de créer la matrice documentaire. Mais chez lui, il y a en fait une étape, une étape intermédiaire, c'est c'est mettre en place la représentation back of words. Alors, il y a un outil pour ça, toujours ici dans Transformation, c'est Bag of Words Creator. L'idée, donc, c'est qu'on va essayer de créer une représentation interne avec une représentation interne en sac de mots.
tout le monde sait ce que c'est que ça de moi à ce stade de l'année, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hop, je le mets là. Mais je vais en revenir tout à l'heure parce que j'en ai parlé dans les autres vidéos, quand on créera la matrice documentaire. Là, ça parlera plus. Alors, dans le Back of Words Creator, j'ai besoin de documents, j'en ai plus besoin. Commentaire initialement, j'en ai plus besoin. Je vais garder que l'identifiant des documents que moi j'ai créé, le label, la classe d'appartenance et le préprocédé document, celui que j'ai nettoyé. Voilà, et document colonne. Voilà, très bien. Une fois qu'on est bien là, on va pouvoir aller, c'est bien celui-là, et on garde ces colonnes-là, et c'est bien ces documents-là. Je lance. Et quand on regarde, c'est là que c'est important d'avoir ici les numéros. Je vais les mettre ici à droite. Voilà. Donc, dans le document 1, voilà, on a le terme Wonderful qui apparaît, on a le tour de force qui apparaît, Peter apparaît, Sellers, tragique, ainsi de suite. Voilà. C'est pour ça que je tenais tant à mettre ces identifiants-là. Parce que sinon, on s'y perd. Il met des numéros de ligne ici, mais il y a 139 000 lignes. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Surtout que plus loin, de nouveau, on a historique qui réapparaît, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, quand j'avais préparé la vidéo, j'étais perdu. Et je me dis, mais pourquoi ce terme, par exemple, final, apparaît une deuxième fois plus bas? Il apparaît une troisième fois dans un autre, ainsi de suite. Parce qu'en réalité, c'est donc l'apparition des termes dans les documents. Et on le voit bien ici maintenant. On a bien ici l'apparition du terme Wonderful dans le document 1, ainsi de suite. Là, maintenant, c'est le document 2 qu'on voit. Voilà. Ensuite, on a le document 3. Il est long, document 2. Document 3. Ensuite, le document 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un recensement des termes par document. Et rappelez-vous ce qu'on avait fait sur TidyText. Il y avait un premier passage, justement, où on avait la matrice initiale avec les documents en ligne dans une cellule Excel. Et ensuite, il l'a transformé en une représentation qui lui convenait. C'est le même type de représentation ici. On peut revenir là-dessus 2 secondes. Je vous montre ça. On est bien dans cette représentation-là. Vous me laissez 2 secondes pour que je revienne dessus. Voilà, c'était ça. On est bien ici. On est passé de là à là, et c'est bien une tokenisation qu'il a fait. C'est là qu'il fait la tokenisation. Donc, le rôle de cet outil, donc le Back of Words Creator, le rôle de cet outil-là, c'est de faire la tokenisation. La trame est toujours la même, quel que soit l'outil. C'est ça qui est très important de bien situer. Mais selon les outils, il exprime différemment. Là, je n'aurais pas mis Back of Words Creator, j'aurais mis ma tokenisation, j'aurais compris tout de suite. Il appelle ça Back of Words Creator, pourquoi pas. Mais c'est bien une tokenisation qu'il est en train de faire. Et c'est bien ce qu'on voit ici. C'est bien ce qu'on voit ici. C'est bien ce qu'on voit ici. Bien. Alors, si je veux calculer la fréquence des termes dans les documents, par exemple. Allons-y. Donc, on va essayer de faire ça. Il y a un outil pour ça, c'est soit terme fréquency, voilà, soit document fréquency. Alors, admettons qu'on va passer sur le document fréquency. Donc, c'est le nombre de documents dans lequel apparaît chaque terme, au moins une fois. OK. J'avais parlé de la différence dans mes autres tutoriels. C'est que dans un cas, si je compte le terme, c'est le nombre total d'apparitions de termes. Il se peut qu'il apparaisse plusieurs fois dans un document. Ça, c'est un premier type de comptage. C'est ce qu'on a dans terme fréquency. Voilà. Et le document fréquency, c'est le nombre de documents dans lesquels le terme apparaît au moins une fois. Voilà. Alors, je vais le faire ici. Voilà. Et hop, là. Et je configure le document que je vais traiter, c'est le préprocessé de document. OK, voilà. Et il a besoin de la tokenisation, sinon il ne peut pas compter. On est bien d'accord là-dessus. Donc j'exécute, voilà. Et hop là, je le mets ici. Alors bon, c'est très bizarre comme il le fait, mais en fait, le document fréquency, c'est le document fréquency global en fait qu'il est en train de faire. Mais il répète les lignes. C'est pas très lisible là pour le coup. Ça aurait été mieux tout simplement qu'il ne répète pas parce qu'il y a des termes qui se répètent là. Regardez, si je le trie, voilà, vous avez vu.
voilà, souris, hein, il apparaît dans le document 1266, 1335, voilà, et il met le même chiffre là. Il met le même chiffre là. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool du tout parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on a besoin de faire ça. Vous avez zoom in, il apparaît 2 fois en tout. Il apparaît dans le document 473 et le document 658. Donc, il y a une forme de répétition là qui peut prêter à confusion. Mais en fait, on a bien les mêmes valeurs. Zoom apparaît dans 3 documents. Voilà, document 658. Il apparaît dans 3 documents, effectivement, ces 3 documents-là. Donc, zoom, il le répète 3 fois, il met 3 fois le même chiffre. Donc, il ne faut surtout pas additionner les chiffres là. Hein. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens d'additionner ces chiffres-là. On est bien d'accord là-dessus. Alors, moi, je veux avoir une liste de termes uniques. Hein, on est bien d'accord, comme on avait vu tout à l'heure. Hein. Ici, on a une liste de termes uniques. J'aimerais avoir la même chose ici, hein, la liste des termes uniques. Donc, je vais faire un groupe by, je calcule la moyenne, sachant qu'on a une constante en réalité dans chaque groupe. Hein. Voilà, donc la moyenne des constantes, ça fait la constante elle-même. On est d'accord là-dessus. Alors, il y a un outil pour ça, c'est group by. Alors, il est dans l'onglet manipulation, dans la branche manipulation, row transform. Et je mets group by, voilà. Et je lui dis, fais-moi un group by, voilà, avec un group by, tac, groupe colonne, ça, et l'agrégation, ah, non, 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 groupe colonne, tac, c'est terme, voilà, et l'agrégation, c'est document fréquency, on va calculer la moyenne, voilà. Très bien, c'est bien ça, il me semble que c'est ça, hein. Donc, je vais faire un groupe by selon le terme, voilà, et ce qu'on va faire, c'est la moyenne de document fréquency. On a vu que c'est la même valeur tout le temps, donc la moyenne, ça fait la valeur elle-même. Tchac, allons-y. De toute manière, l'essentiel, c'est qu'on peut vérifier tout de suite ce qui se passe. C'est ce qu'on le fait ici, et voilà. Donc, si je fais un tri selon l'appartenance, voilà, voilà. Time apparaît 650 fois en tout. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Et story apparaît 628 fois en tout. Dans l'ensemble, enfin, il apparaît dans 628 documents différents. Time apparaît dans 650 documents différents. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et je vais faire un word cloud. Tout le monde adore les word cloud, je vais faire un word cloud avec des couleurs. Donc tout ça, et il y en a combien là? Vérifions. Il y en a 26 455. C'est ce qu'on avait vu dans le dictionnaire tout à l'heure. Hein. On ne va pas tous les mettre dans Word Cloud. Il sera invisible, il ne sera pas lisible. Il ne sera pas très lisible, hein, le Word Cloud. Donc, je vais prendre, par exemple, les 50 premiers. Allons-y. Donc, je vais faire une sélection des top. Voilà. Top K-Selector. Voilà. Très bien. Et je le configure pour lui dire, je prends, par exemple, les, je sais pas, 40 premiers. Voilà. De manière descendante sur MinDF. Voilà, comme ça, il va trier de manière décroissante. Voilà, exécute. Et on a bien que les 40 premiers là, voilà, mais toujours avec les, voilà, et le moins fréquent parmi les 40 premiers, c'est roll. Et je vais mettre un jeu de couleurs, donc je vais mettre Color Manager, un jeu de couleurs pour que ça apparaisse avec des différentes couleurs. On aime bien ça, hein. Très bien, tac, voilà. Je vais faire sur MinDF, c'est exactement ce que je vais faire, et ça va du rouge quand c'est peu fréquent vers le bleu quand c'est très fréquent. Okay. Alors maintenant, tac, on va aller dans Word Cloud, ça s'appelle Cloud, je crois, Tag Cloud. Voilà. Tac. Tac. Ah, il faut déjà que j'exécute. Qu'est-ce qui lui va pas là? J'ai mis les couleurs, voilà, donc tout est nickel. Ok, j'exécute. Et ensuite, là, je vais faire column c'était un value column. Très bien. Et j'exécute. Voilà. C'est joli, hein? Bon, c'était pour faire joli. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. C'est ce qu'on vient de faire ici. J'avoue que sous R, typiquement, ou bien sous d'autres outils, en ligne de commande, c'est quand même plus simple. Hein. Trouver la séquence ici de ces différentes commandes-là, c'est quand même du boulot. C'est quand même du boulot, mais bon, si on comprend ce qu'on veut faire, on y arrive toujours. Hein. La difficulté également, effectivement, c'est de trouver les bons composants. Hein. J'avoue que j'ai cherché un peu. J'avoue que j'ai cherché un peu. Et en termes de préparation de vidéo, j'ai passé nettement plus de temps ici que sous R ou sous Python. Clairement, clairement. Bon, j'ai quand même nettement plus l'habitude de travailler sous R et Python également. Hein. Donc, OK, très bien. Effectivement, les commandes me viennent très vite.
Mais bon, en cherchant un peu, on trouve toujours. Et je pense qu'avec un peu de pratique, si on comprend la logique de Naim, on peut trouver très facilement également les commandes ici. Voilà. Bien, ça c'était la première partie, faire le word cloud. Ce qui était important, hein, c'est une première partie là, c'est nettoyage, donc ça c'est standard, quel que soit l'outil. Et ensuite, j'ai regardé le dictionnaire, la liste des termes uniques qui apparaissent dans les documents. Et ensuite, j'ai transformé en back-off, j'ai fait la tokenisation avec cet outil-là, c'est le rôle de cet outil-là. Et déjà, j'ai essayé de faire un word cloud avec le nombre de documents dans lesquels apparaissent les termes. Voilà, le nombre de documents différents dans lesquels apparaissent les termes. Voilà. Alors, l'étape suivante, maintenant, c'est la catégorisation de texte. J'aimerais refaire ce que j'ai fait dans la vidéo où j'ai utilisé Canteda. Je veux reproduire ce que j'ai fait sous Canteda. OK, très bien. Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait la tokenisation, il faut passer par la représentation matrice documentaire. Est-ce qu'il y a un outil pour ça? Ah oui, forcément, sinon ce n'est pas un outil de text mining, on est bien d'accord. Alors cet outil se trouve où? Il est toujours dans Over Data Types, il est dans Text Processing, et on va le trouver dans Preprocessing. Non, pas Preprocessing, dans Transformation peut-être alors. Oui, c'est ça, c'est Document Vector. Alors là, il faut lire la documentation, là. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez bien vu, hein. Voilà. Bon, ça ne le dit pas clairement, mais c'est bien, on va avoir une représentation sous la forme de matrice documentaire. Voilà. Et il vous dit également qu'en entrée, ça doit être des termes distincts dans un back of words, dans une tokenisation. C'est bien celui qu'on a là. Donc, on va prendre celui-là et on va le brancher là. Je le remets à gauche parce que sinon, on ne le lit pas. Hein, je n'ai pas la place là. On est d'accord là-dessus. Là où c'est très intéressant, voilà, c'est qu'on peut réordonner nos flèches. C'est ce que je fais ici. C'est pas mal ça. Hein. Ah, les mecs qui programment ça, c'est pas des rigolos. Hein. Voilà, tac, voilà. C'est un projet auquel j'aurais aimé participer. NAIM est vraiment un outil intéressant et c'est le type de projet, si j'avais été un peu plus jeune, voilà, c'est le genre de projet, j'aurais aimé participer à ça. C'est vraiment très, très bien fait. Et quand on lit la documentation en ligne, on voit le sérieux des personnes qui sont derrière ce projet. OK, alors on va paramétrer ça, voilà. Alors, on travaille sur les documents préprocessés, nettoyés, voilà, et je vais une vraie représentation, donc matrice documentaire. Donc, j'enlève ça. Alors, comment j'ai fait ça? J'ai lu la documentation tout simplement. Hein. La documentation, elle est là. Et à un moment donné, ils expliquent que si on coche, il a une représentation plus efficace. Si on ne coche pas, on a la vraie matrice documentaire qui prend beaucoup plus de place parce qu'il y a 26 000 colonnes. Il y a 2000 lignes et 26 000 colonnes. Ça prend forcément beaucoup plus de place. Voilà. Mais pour la clarté de ce que je suis en train de faire, je préfère avoir cette représentation matrice documentaire naïve, si vous voulez. C'est pour ça que je décoche ça. Ici, bit vector, ça veut dire que je vais utiliser une représentation booléenne. Hein, voilà, exactement. J'aurais pu faire un terme fréquency ici. Hein, j'aurais pu le faire ici, terme fréquency, mais ça veut dire que j'aurais dû le calculer. Ici, au lieu de faire document fréquency, j'aurais fait un terme fréquency, et ensuite j'aurais branché le terme fréquency ici. Voilà. Je ne l'ai pas fait parce que je veux travailler sur une représentation booléenne et pour que ça ne prenne pas trop d'espace mémoire, je fais en bit vector simplement. Hein. Voilà, un bit, c'est une valeur 0,1 et c'est bien une représentation booléenne. OK, je lance. Exécutons, voilà. Et ça prend un peu plus de temps cette fois-ci, hein, parce qu'il faut la créer, la matrice documentaire. Mais bon, c'est relativement vite. À un moment donné, je vais stopper la vidéo parce qu'il y a certaines opérations qui sont relativement longues. Voilà. Et c'est un peu long à afficher. Hein. Bah oui, il y a 26 000 colonnes, là, donc c'est normal, c'est un peu long à afficher, mais on a bien la matrice ici, un documentaire. Chaque ligne, c'est un document, c'est pour ça qu'il y a 2000 lignes. Voilà. Et ensuite, on a les tokens qui sont là, les termes, hein, les tokens qui sont là, et il y a 26 455 tokens. Bon, très bien. Alors, on veut faire de la catégorisation de texte et n'oublions pas que label, c'est la variable cible. C'est ce qu'on a spécifié ici. Vous avez vu, hein, use category for column, c'est label. Hein, c'est label la variable cible. Donc, il faut lui préciser encore une fois hein, que je veux faire de la catégorisation. Donc, il y a un outil spécifique pour ça. C'est un peu étrange, mais il a besoin de ça. Alors, cet outil-là, c'est catégorie to class. Alors, il est où catégorie to class? Il doit être dans Meaning, non? Non, il n'est pas dans Frequencies non plus. Dans MISC, alors, catégorie to class.
C'est peut-être le petit reproche que j'ai, c'est qu'il faut quand même une bonne connaissance de l'outil, hein, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à regarder c'est où. Hein, on est d'accord là-dessus. Mais bon, voilà, donc je lui dis, tac, et je configure, et je lui dis, document, colonne, voilà, c'est voilà, et exécutons. Et donc, il va reprendre les différentes colonnes, hein, tous les tokens avec les vecteurs de 0, 1, et il va rajouter le label au bout, hein, qu'il appelle maintenant autrement. Regardons, faisons l'affichage. Une fois que j'affiche, voilà, on va avoir les colonnes de 0, 1, voilà, toujours, hein, et tout au bout là-bas maintenant, il appelle ça, c'est document de classe. Bon, il a renommé pour usage interne. Bon, nous, ça ne me dérange pas. Hein. Je sais bien que c'est la variable cible, c'est ça qui m'importe le plus. Autre élément important également, c'est qu'il mélange les lignes. Heureusement qu'on a bien... Mais j'ai vérifié, ils sont tout à fait cohérents. Il les mélange avec sa sauce interne. Hein. Donc, on n'a plus le même ordonnancement que la base initiale. Dans la base initiale, rappelez-vous, hein, je vais l'ouvrir la base initiale, là. J'avais tous les négatifs en haut et tous les positifs en bas. Voilà. Et lui, justement, il les met différemment. Mais à la limite, ce n'est pas un problème pour nous. Hein. On sait bien que les lignes correspondent. C'est ça qui est important. Hein. Et c'est pour ça que je me suis évertué à rajouter en fait une colonne ID pour être sûr qu'il n'y a pas, parce que c'est le genre de choses qui déroutent méchamment. Ça, hein. Vous dites, mais mes données sont ordonnées selon les classes, pourquoi ils ne sont pas ordonnés ici? Hein. Il les mélange à sa manière, mais il conserve bien la cohérence des lignes. C'est ça qui est important. Sinon, ça ne marche pas. Tout ce qu'on fait ne marche pas sinon. Hein. On est d'accord là-dessus. Bien, une fois qu'on est là, donc je vais filtrer les colonnes parce qu'il y a des colonnes qui ne m'intéressent plus. Donc, c'est filter, colonne filter. Il y a des colonnes qui ne m'intéressent plus. Je vais garder, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ce qui m'intéresse, c'est la variable cible et puis les colonnes correspondant au token. C'est ça qui m'intéresse, des descripteurs qui vont servir de variable explicative par la suite. C'est ce que je fais ici. Tac. Donc, je vais lui dire, document, on ne s'en sert pas, on garde que les tokens, que les variables et document de classe. Très bien. Voilà. C'est toujours ça de moins à gérer. Voilà. Une fois que c'est fait maintenant, je vais pouvoir faire de la modélisation prédictive. La variable cible, c'est document de classe qui correspond au label et les descripteurs, c'est les tokens qui sont des variables 0, 1. Bon. OK. Alors, dans l'analyse prédictive, dans le classement, il est d'usage de subdiviser les données en apprentissage test. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre l'outil partition. Et là, je vais partitioning. Voilà, je vais m'arrêter 2 secondes. Donc, on voit bien, hein, il prend un dataset en entrée et il fait une partition au hasard, une partie pour l'apprentissage, une partie pour le test. Alors, pourquoi je peux le faire à ce stade-là? Pourquoi je ne l'ai pas fait ici, typiquement? Voilà. C'est un peu ce que j'avais fait sous Canteda, rappelez-vous, hein, et j'avais expliqué que c'était important. Bien, quand sur l'échantillon test, on utilise donc le dictionnaire de l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Et ici, on dirait que je fais tout d'abord et après seulement je partitionne. On dirait qu'il y a une incohérence là, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, pourquoi je peux le faire ici? Parce que tous les traitements que je fais là sont des pré-traitements textuels où chaque document est traité de manière indépendante des autres. Voilà. Si je fais un pré-traitement statistique, par exemple, je fais un filtrage sur la fréquence, ou bien je fais une sélection des termes sur le lien avec la variable cible. Là, oui, il faut scinder en amont les données d'apprentissage et les données test, hein, les documents d'apprentissage, corpus d'apprentissage et corpus texte, parce que je fais un pré-traitement statistique qui met en jeu les ensembles de documents, hein, soit tous, soit partitionnés. Voilà. Donc là, oui, il faut bien distinguer corpus d'apprentissage en amont et corpus et de test, hein, toujours en amont. Voilà. Là, tout le pré-traitement que je fais là, c'est du pré-traitement basé sur le texte lui-même. Et je traite chaque document de manière individuelle. On est bien d'accord là-dessus. Quand je traite un document, je ne tiens pas compte des informations qu'il y a dans les autres documents. C'est ça que je veux dire par là. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, comme chaque document est traité de manière individuelle, oui, après pré-traitement, je peux faire la partition apprentissage test. On est d'accord là-dessus, hein, parce que je vous connais, je sais très bien, oh Rico, il a fait sur la matrice documentaire la partition, donc on peut le faire. Oui,
Oui, uniquement si les pré-traitements sont des pré-traitements qui ne mettent pas en œuvre des traitements statistiques. Si dans le pré-traitement, il y a du traitement statistique, il faut distinguer en amont corpus d'apprentissage et test. Si dans le pré-traitement, il n'y a pas de pré-traitement statistique, là, oui, on peut d'abord créer la matrice documentaire et après seulement faire la partition apprentissage-test. Parce que chaque document est traité de manière individuelle sans tenir compte de ce qu'il y a dans les autres documents. Ouf, typiquement, ça, dans mon support de cours, je le mets en rouge souligné et je le fais clignotant dans mon PDF. Si c'était possible, je l'aurais fait. Mais bon, c'est très important ce que je viens de dire là. Hein. N'allez pas croire, c'est bien, vous me connaissez, on est bien d'accord, je l'ai dit plusieurs fois là. Hein. Bien. Donc, une fois que j'ai fait son préambule là, voilà, donc je fais 70 apprentissages, très bien, 3 random et je mets un random seed à 1. Voilà, random seed à 1, voilà, pour que ce soit reproductible. Comme ça, chez vous, là, vous aurez exactement le même résultat que moi. Hein. Voilà, un échantillonnage aléatoire, 70%, random seed 1. Voilà, très bien, j'exécute, paf. Donc, il est en train de partitionner les données, là. Je n'ai pas fait un tirage stratifié, pourquoi? Parce que tout simplement, on a un effectif assez grand et surtout, ça prend nettement plus de temps. Voilà, donc je suis allé un peu à la solution de facilité ici, parce que bon, l'essentiel, c'est de faire la trame. Ça y est, donc en sortie ici, on a bien la première partition, hein, voilà, et la deuxième partition, voilà, nombre de lignes. Si je regarde, voilà, on a 30% de 2000, ça doit faire 600. C'est bien ce qu'on a là, dans la deuxième sortie. Et dans la première sortie, du coup, il y a 1400. Alors, ce que je n'ai pas fait dans Canteda, voilà, dans la vidéo sur Canteda sous R, cette fois-ci, je vais le faire sous Naim, c'est que je vais comparer deux algorithmes d'apprentissage. Un arbre de décision, et deux, une régression logistique régularisée, un RIDGE, si vous voulez. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand même? On sait très bien que les termes, certains apparaissent dans l'apprentissage, certains apparaissent dans le test. Voilà, ce n'est pas un souci. Si un terme donc apparaît dans l'apprentissage, mais n'apparaît pas dans l'échantillon test, dans l'échantillon test, il y aura une colonne de 0. Si un terme donc apparaît uniquement dans l'échantillon test, voilà, dans l'échantillon d'apprentissage, on a une colonne de 0. Donc potentiellement ici, on peut avoir plusieurs colonnes où il y a 0 dans l'apprentissage. Et ces colonnes où il y a des 0 dans l'apprentissage, ça ne sert à rien de les présenter à l'algorithme d'apprentissage. Alors, pour un arbre de décision, il ne mouftera pas, mais si vous faites une régression logistique avec des colonnes remplies de 0, il ne va pas aimer. Il ne va pas aimer selon l'algorithme qui a été programmé. Donc, pour éviter ça, je vais faire un filtre sur les constantes. S'il y a une colonne de constantes dans l'échantillon d'apprentissage, où j'ai tout le temps la même valeur dans la colonne, sur l'échantillon d'apprentissage, je vire la colonne. Ça ne sert à rien de modéliser là-dessus. C'est ça l'idée. Donc, c'est le rôle du constante, voilà, tac, constante value filter, tac, que je mets sur l'apprentissage. Je vais le mettre ici, voilà, tac. On va le paramétrer, voilà. Et pour le paramétrer, on va lui dire, tu vires toutes les colonnes de constante. Voilà, on va vérifier que c'est bien le paramétrage qu'il met en place. Il est pas long à afficher là, mais voilà. Hein. Toutes les colonnes qui ont des valeurs constantes. Alors, on peut faire un filtre sur les valeurs numériques 0, ainsi de suite. Hein. J'aurais pu le faire ici. Bon, je vais au plus simple. Voilà, donc il est en train de le faire là. C'est un peu long. Je ne sais pas pourquoi c'est un peu long, mais c'est un peu long, mais il va le faire quand même. Hein. J'ai répété avant, donc je sais très bien que ça va marcher. Là, il y a une fenêtre qui ouvre là. Je vais le fermer parce que je n'aime pas les fenêtres qui se promènent toutes seules. Et j'exécute. On va voir combien il y a de colonnes hein, dans ce qu'il a, combien de colonnes il a enlevé. Hein. Regardez, là, avant le filtrage, voilà, on va vérifier, il y a, alors on va afficher la calculette, tac, 26 000, voilà, il y a 26 456 colonnes, en comptant le label, mais le label, la variable cible, il reste tout le temps. Hein. Voilà ce que j'ai avant le filtrage, des colonnes de constante. Moins, on va voir ce qu'il y a après le filtrage. Tac, filtrer table. Il va afficher, je réaffiche ma calculette à côté. Il y a 21 805. 4 651 colonnes remplies de 0 ont été virées. Cette opération n'était absolument pas anodine. Hein. Et en termes de rapidité de calcul, en termes de qualité de calcul, selon les algorithmes que vous implémentez, c'est très important de bien savoir.
et de les enlever. C'est tout simplement des termes qui apparaissent uniquement dans l'échantillon test et qui n'apparaissent pas dans l'échantillon d'apprentissage. Et ça ne sert à rien de garder des colonnes de zéro pour l'ancien algorithme de machine learning. C'est tout simplement ça. C'était très important là pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va faire un arbre de décision. Alors, les algorithmes de machine learning, ils sont dans mining, analytics plutôt, mining, et je vais prendre décision tree learner, voilà, et je le prends là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire l'arbre sur l'échantillon d'apprentissage. Ensuite, je vais l'appliquer sur l'échantillon test, qui est la deuxième sortie qui est là, et on va vérifier les performances prédictives. Alors, je vais le paramétrer rapidement quand même pour vérifier. La variable cible, c'est document classe, qu'il a créé lui, avec ici les catégories de classe. L'indice de Gini, très bien. Je vais mettre en place un pruning, un post-pruning, avec la théorie de la description minimale des messages. C'est minimum description length. C'est des algorithmes relativement anciens qui sont bien connus. L'idée, c'est de réduire la taille de l'arbre en perdant le moins d'informations possible. Et le minimum description length, là, on peut le voir comme une sorte d'AKIK, ou de BIC qui fait un arbitrage entre la complexité de l'arbre, voilà, le nombre de feuilles de l'arbre, typiquement, voilà, ou le nombre de nœuds de l'arbre. Le nombre de feuilles de nœuds, c'est quasiment la même chose, puisque l'arbre est binaire, on est d'accord là-dessus, donc il y a une liaison directe entre les deux, voilà, et d'autre part, la vraisemblance, qui est calculée via l'indice de Gini sur les feuilles. C'est ça l'idée. On peut le voir comme un AKIK, c'est une forme d'AKIK, et donc on va réduire le larme en optimisant ce critère-là, comme on fait un AKIK avec une sélection de variables. Voilà. Très bien. Alors, pour que les calculs ne soient pas trop longs, je vais limiter à 50 le nombre d'individus minimum dans les feuilles. Voilà. Ça, il ne fait pas un arbre trop long. Très bien. Donc, je vais lancer le calcul. Je vais suspendre la vidéo parce que ça prend un peu de temps. Et ensuite, je reprends la vidéo quand les calculs sont terminés. Tac. Exécute en OpenViews. Voilà, donc on voit bien que c'est long là. Donc là, je vais suspendre la vidéo. Et je reprends la vidéo. Voilà l'arbre de décision. Le temps de calcul n'a pas été si long que ça. Vous avez l'horloge là. Voilà. Donc, vous pouvez voir le moment où j'ai arrêté, le moment où j'ai repris. Pas si long que ça, mais rester comme ça, les bras ballants, regarder un algorithme qui tourne, non, c'est pas trop possible. Et j'ai une certaine capacité à meubler, mais pas tant que ça finalement. Vous avez l'arbre de décision qui est affiché comme ceci. Bon, il y a cette représentation-là. Moi, je préfère, quand l'arbre est assez complexe, de regarder une autre représentation qui est comme ceci. Voilà. Celle-là, elle me plaît plus, elle est plus lisible quand l'arbre est vraiment complexe en réalité. Regardez. Quand le terme, on a une pondération binaire, quand le terme bad apparaît, voilà, la classe prédite, c'est négatif, c'est un commentaire négatif. Et c'est vrai sur 230 documents sur 310. Pour 230 documents sur 310. Donc 310, c'est les documents qui ont une appréciation bad. Voilà, c'est le nombre de documents qui ont une appréciation bad, où le terme bad donc apparaissent dans le document. Voilà. Et parmi ces documents dans lesquels le terme bad apparaît, voilà, il y en a 230 qui ont une appréciation, qui correspondent à une appréciation négative. Voilà ce que ça veut dire. OK. Si le terme bad n'apparaît pas, regardons, c'est le terme worst qui est discriminant. Si le terme bad n'apparaît pas, mais que le terme worst apparaît, ça correspond à 76 documents. Voilà. Et parmi ces 76 documents, il y en a 63 qui correspondent à une appréciation négative. Voilà. Très bien. Si bad n'apparaît pas, si worst n'apparaît pas, alors c'est plot qui joue. Alors plot, ça veut dire intrigue apparemment. C'est ce que j'ai regardé avant de... Il me semble, mais bon, l'anglais, moi... Mais bon. Donc, si le terme plot apparaît, il y a 162 documents qui sont concernés par le fait que bad n'apparaît pas, que worst n'apparaît pas, mais que plot apparaît. Et parmi ces 162, il y en a 95 qui correspondent à des commentaires négatifs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez l'arbre qui est là. Voilà. Alors, les termes qu'il met en avant sont relativement lisibles. Voilà. Voilà. Donc, on voit bien bad, worst, plot, love, excellente, performance, life, send, people. On voit très bien. Donc, voilà. Là, je laisse les experts me commenter. Là, c'est là que s'arrête le travail du data scientist et c'est là que commence le rôle de l'expert métier. Chacun son boulot. Très bien. Bon, mais qu'est-ce qui vaut mon modèle alors sur l'échantillon test? Les 600 que j'ai mis de côté là, qu'est-ce qui vaut mon modèle? Pour savoir ça, il y a un outil là, c'est Décision Prix Predictor. Il prend en entrée l'arbre de décision qui a été construit et les données test. C'est le rôle du predict. C'est exactement le rôle du predict. On est bien d'accord là-dessus. On est en train de faire le predict. Donc, si je suis en Python, là, j'ai fait le fit, voilà, et là, je fais le predict. C'est exactement les mêmes idées. Bon, on l'exécute tout de suite. Paf.
Donc, il va appliquer tout simplement l'arbre de décision. Et ce qui est très intéressant, c'est que NIME fait très bien la correspondance entre les noms des variables qui sont dans l'arbre et les variables qui sont là, hein, parce qu'il n'y a que quelques variables dans l'arbre. Donc là, c'est relativement intéressant. Ça, il a fait. Donc, si je regarde les données, j'ai une colonne supplémentaire au bout là-bas, la prédiction. Hein. Vérifions tout de suite. Bon, c'est un peu long parce qu'il y a tous les descripteurs, hein, mais on voit bien ici. Hein. On a ici les documents classe et là, c'est prédiction de documents classe. Qu'est-ce qui reste à voir maintenant? C'est la matrice de confusion. On va voir la matrice de confusion. Il est dans Mining Analytics toujours, il est dans Scoring et c'est Scorer. Donc, je le mets là. Très bien. Je branche ici. Et je lui dis bien que je vais confronter ici document de classe avec la prédiction de document de classe. Il le met par défaut, mais moi, je préfère comme ça. Toujours vérifier ce qu'on fait et voilà, il est en train de construire la matrice de confusion, et voilà. Et le taux de reconnaissance est 68%. Là, pour le coup, il est dit des fois. Rappelez-vous, dans la vidéo sur TD Text, j'avais fait un arbre aussi. Il était purement descriptif parce que j'ai utilisé toutes les données. Donc, j'ai un arbre. Je ne me suis certainement pas amusé à calculer la matrice de confusion. Et là, du coup, l'arbre, il est moins bon que celui qui était basé, que le modèle que j'avais fait, qui était basé sur l'analyse des sentiments, où j'utilisais la polarité des termes pour calculer donc la polarité des documents. On voit bien, c'était 72%, il me semble. Là, 68%. OK. Alors, j'ai fait un arbre parce que c'est le plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe si je prends un autre algorithme? C'est ça l'idée. Hein. Et c'est ce que vous ferez, vous. Hein. Quand vous êtes dans un schéma prédictif, ce qui joue, j'avais dit, hein, ce qui joue, c'est la préparation des données. Ça joue énormément. Voilà. Et ensuite, ce qui joue également, c'est le choix de l'algorithme. Généralement, vous vous énervez beaucoup sur le choix de l'algorithme. Très bien, soit. Mais, il faut être très, très précautionneux dans cette première partie-là. Parce que c'est là qu'on peut gâcher les calculs. Aussi. Là aussi. Si tout est fait correctement, effectivement, il y a un enjeu sur, d'une part, le choix de l'algorithme de prédiction que vous allez mettre en place et le paramétrage des algorithmes. Alors, moi, je vais utiliser la régression logistique que j'aime bien également. Hein. Voilà, je le mets là. Voilà. Donc, je le mets au même hauteur ici. Et je prends bien les colonnes filtrées de l'échantillon d'apprentissage. Il ne s'agit pas de prendre toutes les colonnes. Il y a plein de colonnes de zéro. Allez présenter ça à un algorithme de régression logistique, il ne va pas aimer du tout. Hein. Bien d'accord là-dessus. Donc, je vais le configurer parce que la régression logistique, il y a différentes manières de le faire. On m'a dit que certaines personnes ont à programmer la descente de gradient. Il me semble. Hein. Ben voilà. Maintenant, vous comprenez bien le paramétrage qui est là. Hein. Donc, variable cible, document classe, très bien. Ici, la modalité de référence est négative, donc c'est celle qui ne modélise pas. Hein. Donc, les probas qu'il va fournir, c'est les probas de l'autre classe, donc positif en l'occurrence. Ça nous arrange. Ensuite, il y avait deux solveurs, soit une sorte de fichier scoring, voilà, soit la descente de gradient stochastique. On utilise la descente de gradient stochastique. On a plus d'individus, on a plus de variables que d'individus. Il y a 21 000 colonnes, hein, 21 000 quelques colonnes, voilà, et il y a 1400 lignes. N'allez surtout pas vous lancer dans un fichier scoring, vous êtes mort. Déjà, ça va prendre un temps monumental et vous attendez et à la fin, il vous dit qu'il a planté. Donc, non. Dans ce cadre-là, c'est mieux de partir sur une descente de gradient stochastique. Donc, le choix là, il est très important. Alors, il met ce choix-là par défaut, soit, mais c'est à nous de bien savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Autre élément important dans les paramètres avancés, voilà, les statistiques sur les coefficients, j'en ai pas besoin. Là également, c'est important, il faut que vous regardez bien, voilà, mais il vous dit, quand certaines valeurs du gradient sont 0, il ne faut pas les prendre en compte. Ou il y a une manière de faire. Hein. Ça, il faut lire dans la doc. Donc, je laisse ça comme ça, parce qu'il dit que c'est plus rapide, mais ça prend plus de mémoire. Bon, la mémoire ici, ça va. Hein. Voilà. En revanche, les statistiques sur les coefficients, les écarts typés, tout ça, j'en ai absolument pas besoin ici. Hein. Si on est dans un cadre purement statistique, oui, là, on est dans un cadre plutôt machine learning où c'est la prédiction qui nous intéresse, la prédiction pure, la performance prédictive qui nous intéresse. Donc, je ne cadre pas. Très bien, nombre maximal des poches 100, pourquoi pas, hein, voilà. Epsilon, très bien, ça c'est la tolérance, ça. Le taux d'apprentissage, hein, la constante d'apprentissage, bon, on va être fixé ici, hein, la valeur là, je ne sais pas très bien. Et la régularisation, si c'est uniforme, ce n'est pas régularisé. Si c'est Gauss, ça correspond à un ridge. Et si c'est la place, c'est un lasso. Admettons que je vais prendre sur un ridge. Pourquoi je régularise? Parce que je suis dans une configuration où j'ai 1400 individus et 21 000 variables explicatives.
Si vous ne régularisez pas avec ça, c'est que vous cherchez des problèmes. On est bien d'accord là-dessus. Alors, le vrai problème, après, c'est quelle est la valeur de la régularisation? Il met 0,1 par défaut, on va garder ça pour l'instant. Voilà, voilà. Mais c'est un enjeu. Là, c'est un enjeu. Très bien. Il faut lire la doc. Ça, je vous le dis tout le temps, c'est fastidieux de lire la doc, c'est limite pénible même. Mais si vous ne lisez pas la doc, vous comprenez pas les présupposés que met en place l'outil pour faire ces calculs. Et il faut absolument qu'on maîtrise ça. Très bien, donc je fais OK. Très bien, donc il prend un peu de temps. Là aussi, je vais suspendre la vidéo parce que ça va prendre méchamment de temps. Voilà, exécute. Tac. Voilà, il va lancer l'exécution et moi, je vais suspendre la vidéo. Vous avez vu, il est 11h53 là. 11h53. Voilà. Tac. Et je reprends l'enregistrement, il est 11h54, ça a pris moins d'une minute, et il y a un petit warning, ça, il ne faut pas laisser ça. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ah, ça n'a pas convergé. Donc, une solution possible, c'est d'augmenter le nombre des poches. Ok, c'est une possibilité. Voilà, ça n'a pas convergé. Voilà. Une autre possibilité également, c'est de faire la transformation de variables, de les harmoniser. Mais ici, on a des colonnes de 0, 1. Donc, on sait que les colonnes sont harmonisées déjà. Donc, ce n'est pas un souci ici. Voilà, mais bon. Je vais continuer quand même, parce que même s'il n'a pas totalement convergé, il a appris quand même. Ici, la régression logistique, on peut le voir comme un perceptron. Un perceptron simple, c'est la même chose ici en l'occurrence. Voilà. Donc, il a appris déjà, sans itération, sans époche. Voilà. Il vous dit, si je veux converger, il faut rajouter des nombres d'époches. Mais OK, on va s'arrêter là pour l'instant pour voir ce que ça donne. Au moins dans un premier temps. Alors, je vais appliquer le modèle sur l'échantillon test. Donc, je prends le prédict de nouveau. Donc, je vais le mettre là. Là. Et celui-là, je vais le descendre un peu du coup pour pouvoir brancher ça ici. Alors là, pour le coup, il fait un... Ça aussi, je le branche dans le prédicteur. Je prends le modèle prédictif qui a été créé, les coefficients de la régression logistique. Là, c'était une base de règles. Et je prends les données test. Alors, on avait fait ça dans le candidat et j'avais dit, attention, il faut absolument que les colonnes soient cohérentes parce que si l'outil ne le vérifie pas, il va faire des calculs qui tiennent pas la route. Voilà. Ce qui est très intéressant dans Nine, ça pour le coup c'est vraiment génial, c'est que on fait une sélection de variables sur l'apprentissage, donc donc les variables qu'on retient, il y en a moins, forcément il y en a moins, il y en a 4000 en moins. Voilà. Donc, quand il va faire le produit scalaire là, entre les coefficients et chaque individu, est-ce qu'on a une vérification des cohérences? La réponse est oui. Oui, effectivement. Donc, je n'ai pas besoin de filtrer ici pour qu'on ait la cohérence des données présentées à l'algorithme d'apprentissage et les données qu'on va présenter comme échantillon test pour faire le prédict. Parce que NIME s'occupe en interne du contrôle de cohérence. Heureusement, heureusement. Sinon, s'il n'avait pas fait ça, c'est à vous de s'assurer que dans l'échantillon test, on récupère que les bonnes colonnes pour le présenter au produit scalaire quand il va calculer le logit ici. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est vraiment génial. On voit bien ici. Voilà. Donc, je lui balance toutes les variables, même celles qui n'ont pas servi, parce qu'on les a filtrées. Lui, il fait le contrôle de cohérence. OK. Et du coup, il enlève celles qui ne servent pas. Donc, je lance l'exécute là. Voilà, voilà. Une fois que j'ai lancé le exécute, voilà, voilà, très bien, ça prend un peu de temps. On attend un peu. Normalement, c'est rapide. C'était rapide quand j'avais répété, mais bon, il fait le produit scalaire sur chaque individu, il fait la transformation, ainsi de suite. Mais bon, il est en train de le faire là. Peut-être que je vais suspendre un peu la vidéo, non, je ne sais pas. Ça prend plus de temps que je ne l'escomptais. Ah, ben, ça avait en tout cas, c'est plus rapide que ici. Bon, je vais suspendre la vidéo et je reprends la main quand c'est fini. Tac, de nouveau, je suspends. Et je reprends la vidéo. Ça y est, il a fini la prédiction. C'était pas si long que ça, mais c'est vraiment très dur de rester à rien faire devant un calcul qui se fait sur une machine. Qu'est-ce qu'il me reste à voir maintenant? Je reprends le scoreur. Voilà, je reprends le scoreur et je fais le branchement ici. Je vérifie qu'il va bien confronter les classes observées avec les classes prédites. Voilà, OK. Et je fais les calculs. Et voilà. Et le taux de reconnaissance est de 85%. Ça, c'est intéressant. Vous avez bien vu, hein? Donc, ici, on a un taux de reconnaissance de 85%. Et ici, on avait un taux de reconnaissance, non, un taux de reconnaissance de 68%. Toutes choses égales par ailleurs,
Sur les données-ci, clairement, la régression logistique est nettement plus intéressante. Il y a, il y a pas mal d'écarts là en termes d'accuracy, en termes de code extension ou en termes de taux d'erreur. C'est quasiment moitié moins en taux d'erreur. D'accord là-dessus. Voilà. Donc, dans un processus de text mining où l'objectif c'est la catégorisation de texte, il y a différents endroits où ça se joue. Déjà dans la préparation des données, voilà, ça joue énormément. Voilà. Ensuite, il se peut qu'il y ait des sélections de variables, tout ce que vous voulez par la suite. Ça, c'est un premier enjeu important. Et dans la deuxième partie également qui joue important, c'est le choix d'algorithme d'apprentissage. Et pour un algorithme donné, c'est le choix des hyperparamètres. Par exemple, si l'arbre, là, je le fais plus grand, peut-être que je vais améliorer les performances. Hein. Je ne sais pas ça, hein, mais il faudrait le tester en réalité. C'est là que les outils qu'on a dans scikit-learn ou ce qu'on a dans les autres outils comme Picaré, tout ça, où on a un grid search qui permet de trouver les meilleures valeurs des hyperparamètres pour un algorithme donné, sont vraiment très, très, très précieux. Parce que là, en l'occurrence, c'est à nous de changer, de lancer, de changer, de lancer. Et c'est là qu'on fait du surapprentissage sur l'échantillon test par ailleurs. Donc c'est extrêmement problématique. Voilà. Mais en tous les cas, on voit bien ici, une fois qu'on a préparé les données, qu'on a la matrice documentaire, il y a un deuxième enjeu, c'est le choix de l'algorithme d'apprentissage. Et on voit bien le gap entre les deux, là. 31% d'erreur avec l'arbre, avec les paramètres que j'ai fixés, et 14% avec la régression logistique, où j'ai fait une régression régularisée, une régression rich, en l'occurrence. Voilà, voilà. Très bien. Donc, je mets tout ça en ligne. Voilà, je mets les différents éléments en ligne, là. Comme ça, vous pourrez charger chez vous le workflow de Name et relancer sur les données que je mettrai en ligne. Et pour ma part, je vais essayer d'explorer les différents outils qui sont là, parce qu'il y a des thèmes qu'on va aborder ensemble en cours. Le topic détection, on va le faire, le word embedding, on va faire. Il y a une série de tutos là qui me paraissent très intéressants et qui me donnent des idées sur les différentes thématiques qu'on pourrait faire en plus sous forme d'atelier cette fois-ci. Voilà. Allez, excellent travail à tous.